Bonjour à tous, bienvenue dans Champ de Vision qui sera plutôt sur le terrain que sur le champ aujourd'hui puisque nous allons parler de la sécurité dans les stades. Pour ce sujet, je reçois Bernard Cayazzo. Bonjour, merci d'être là, président du conseil de l'AS Saint-Etienne depuis 2004, si mes chiffres sont bons. Oui, c'est ça. Avec un duo aux côtés de Roland Romeillet. Je suis le plus ancien président du conseil d'administration de la Ligue. Parce que j'ai 15 ans de conseil d'administration. Et vous ne le faites pas. Voilà, merci. Face à vous, Samuel Rusten, qui est le stadium manager de la SSE, justement. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez été joueur, amateur, éducateur, arbitre, dirigeant de club avec l'AS Valence avant de rejoindre la SSE. Pour compléter ce plateau, à côté de vous, Bernard Cayazzo, Thierry Eldebert, DG adjoint en charge des opérations. Bonjour Thierry. Pour l'Olympique de Marseille, vous gérez, entre autres, superviser l'organisation, la sûreté et la sécurité du club, mais aussi des joueurs. Et puis, bien évidemment, à nos côtés, Patrick Haas, qui est un peu notre lumière, notre expert sur le plateau. Thierry, je rappelle que votre carrière juste avant, vous avez été officier supérieur au sein du GIGN, chef de l'unité de renseignement, en charge de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, ainsi qu'au sein de l'EPIGN, chef des missions de sécurité et protection en France et en zone de combat à l'étranger, puis lieutenant-colonel de gendarmerie, commandant du district de Montpellier, tout est bon? C'est ça. Belle expérience pour arriver à l'OM, ça peut servir. Cette émission sera en 3 parties. Nous évoquerons bien évidemment la sécurité dans le stade, puis celle des spectateurs, des supporters, des joueurs et des arbitres. Et on verra aussi s'il y a une différence entre assurer la sécurité pour un match de Ligue 1, mais aussi pour un match international, voire un événement culturel comme un concert. Alors, parlons des clubs en tant que tels, comme institution et bien évidemment de leur stade. On va commencer avec l'actu assez récente. Quand on parle de sécurité dans les stades, on n'y pense pas forcément. Il s'agit de la cyberattaque. La SSE a été le premier club hacké dimanche 20 janvier, jour du triste derby contre Lyon. Bernard Cayazzo, première question inévitable. Est-ce que c'est un supporter lyonnais qui est à l'origine de ce piratage? Alors d'abord, je veux dire, c'est pas la l'AS Saint-Etienne qui a été hacké, parce que en fait, nos services d'informatique sont très sécurisés. C'est notre prestataire Sport5 qui est installé dans le stade Geoffroy Guichard, où ses bureaux sont installés. C'est un sous-traitant. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a eu effectivement... alors la presse s'en est fait l'écho. Bon, de toute façon, il ne faut pas se cacher. Dans l'affaire Football Leaks qui est sortie, et on a mis en avant Paris Saint-Germain, les différents sujets, Monaco, etc. Les sites Internet, ils ont tous été, de Monaco et du Paris Saint-Germain, ils ont été hackés comme ceux du Real, soit ceux de grands clubs. Après, les gens qui ont hacké ont revendu les informations aux 13 médias, aux 14 médias qui représentaient l'association Football Leaks, etc., dont Mediapart, qui ensuite, l'équipe s'en est fait écho. Après, on peut se poser une question, mais on y répondra peut-être tout à l'heure, c'est la notion de recel par rapport à ça, etc. Bon, mais c'était pas une première, parce qu'en fait, toutes les informations qui venaient de Football Leaks, elles sont venues de hackers du côté de l'Écosse, paraît-il, et ça a été acheté par des médias. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, Samuel, Thierry, pour essayer de lutter contre ça? Alors, premièrement, évidemment, nos services internes font des audits de sécurité informatique. Puis nous développons beaucoup de pédagogie. Vous le savez, on le dit souvent, le problème en informatique se passe entre la chaise et le clavier. C'est-à-dire qu'on a beau mettre des pare-feux, on a beau mettre pas mal de systèmes numériques en place, il faut évidemment que l'utilisateur soit extrêmement précautionné. Samuel ? Non, je rejoins totalement Thierry. Ce sont des nouvelles problématiques auxquelles nous sommes confrontés. On doit vivre avec son temps et mettre en face des solutions qui permettent de contrer ces attaques. Et il faut également noter que plus on va avancer dans le temps, et plus ces problématiques, malheureusement, vont monter en puissance. Donc on se doit toujours d'avoir un temps d'avance. C'est ça. Et malheureusement, dans les attaques, c'est celui qui défend qui a un temps de retard. Et là, il faut qu'on travaille justement pour avoir un temps d'avance. C'est le cas actuellement justement pour essayer de remonter un petit peu et de se professionnaliser à ce niveau-là. Bien sûr, encore. Comme sur différents sujets, on essaye d'être en veille permanente par rapport à ces différentes problématiques. Et l'idée, c'est de travailler pour se prémunir au maximum.
Alors, d'après l'article 110 du règlement de la LFP, chaque club doit désigner un directeur sûreté-sécurité. Vous en êtes quelque part, même si, bien évidemment, vous avez des bras droits pour assurer ça au sein de l'OM et de la SSE. Thierry, vous, très exactement, quel est votre rôle au sein de l'OM ? Alors, mon rôle personnel en tant que directeur général adjoint, je gère deux entités, deux pôles, on va dire, un pôle d'expertise transverse, comprenant les opérations avec l'événementiel, avec la protection des joueurs, avec la mise en sûreté des domiciles divers et variés et des entités. Nous avons 3 sites à protéger. Un pôle guest experience, qui fait partie d'un des piliers de Frank McCourt, notre propriétaire. Et un pôle plus exploitation, puisque nous gérons 24/7 l'exploitation du stade Vélodrome, Orange Vélodrome, pardon, et également des 2 centres d'entraînement, dont un qui a été inauguré au mois d'octobre. Donc pour cela, je dispose de pas mal d'équipes, et notamment sur l'aspect sécurité, un responsable sûreté-sécurité qui gère effectivement à froid l'ensemble des problématiques, donc domicile de joueurs, déplacement de l'équipe, etc. Un responsable sûreté-sécurité événementiel, propre vraiment, si vous voulez, j'ai dissocié un petit peu le parti industriel 24/7 de la partie événementielle, qui se fait évidemment au match, ou évidemment demain, match de rugby, concert, etc. Et un responsable de la protection rapprochée de l'équipe, qui accompagne l'équipe dans tous ses déplacements. D'accord. Guest experience, il s'agit de quoi exactement ? Il s'agit de favoriser l'expérience du spectateur à partir du moment où il conçoit dans son esprit l'idée de venir au stade, jusqu'à ce qu'il ait vécu une expérience et qu'il ait envie de revenir. Donc c'est la mise en place d'énormément de choses. Donc il y a des notions, par exemple, si on revient sur le thème de la sécurité, des valeurs objectives de la sécurité. Voilà, est-ce que nous avons tel dispositif ? Et une valeur subjective que va ressentir le spectateur lorsqu'il va venir dans une zone rassemblant beaucoup de monde. Le stade de Orange Vélodrome, c'est 67 000 personnes en capacité. Et l'expérience spectateur, ça va être aussi la propreté, le sentiment de sécurité, la qualité de la nourriture, la qualité des sièges, etc. etc. Il y a des différences, Patrick, par contre. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aucun club n'est organisé de la même manière en matière de sécurité. Il y a des compétences et des missions différentes selon les clubs, et donc une organisation très, très différente. On va le voir, par exemple. Avec Samuel. Donc vous êtes stadium manager, mais vous avez un directeur sécurité-sûreté qui travaille à vos côtés. Alors, comme vous l'avez souligné, l'article 110 des règlements généraux de la LFP oblige d'avoir un directeur de la sûreté et de la sécurité. À l'époque, et pas plus tard que la saison dernière, ça s'appelait un DOS, directeur de l'organisation et de la sécurité. Et depuis cette saison, ça s'appelle directeur de la sûreté et de la sécurité. Et l'article 112 des règlements généraux oblige à avoir un stadium manager. Donc, c'est 2 missions qui sont complètement différentes. Et effectivement, en termes d'organisation, c'est différent. Et à ces 2 postes-là, viennent se rajouter, par rapport à la loi à l'arrivée du 10 mai 2016, un SLO, Supporter Liaison Officer, ou alors référent supporter, qui vient, lui, apporter son soutien et travailler en termes de relations entre le club et les supporters. En ce qui concerne l'organisation de l'AS Saint-Étienne, on a donc un stadium manager, qui est aussi directeur des opérations. Donc c'est mon rôle. Je suis le chef du service des opérations et qui gère le directeur de la sûreté et de la sécurité et le référent supporter. Ces 2 fonctions sont au même niveau. On a un directeur de la sûreté et sécurité qui est là pour faire appliquer tout ce qui est sécurité, règlement et fonctionnement au niveau de l'organisation des matchs. Et on a en face le référent supporter qui, lui, est là pour discuter, dialoguer et mettre en place toute une organisation qui permette aussi d'avoir les meilleures relations possibles avec nos supporters. Et ma position, c'est de trouver le juste équilibre entre ces 2 ressources et de prendre toujours la bonne décision ou la moins mauvaise possible en fonction des différentes situations. Chez vous, à Saint-Étienne, en interne, vous avez combien de personnes qui sont dédiées à la sécurité ? Alors, match day, ça peut monter jusqu'à 600. Donc ça, mais ça, c'est pas des gens qui sont à plein temps, on est d'accord. À plein temps, au niveau du service, on tourne à 8 personnes. Et à l'OM ? Uniquement 4. 4 personnes. Oui. Alors donc, ensuite, il y a des gens qui viennent juste pour les matchs. Vous faites entre autres appel à des sociétés de sécurité privée. Combien de personnes Ça dépend de la jauge et évidemment du facteur de risque. Autour d'un match, un match à 21h un dimanche, un match à 14h un samedi, une jauge à 30 000, une jauge à 65 000, voilà, ça dépend. Alors moi je dissocie la partie industrielle, encore une fois, de la partie événementielle. C'est-à-dire que les sociétés de sécurité privée que j'emploie à l'année ne sont pas celles que j'emploie au stade.
Nous employons 5 sociétés différentes, puisqu'il faut fournir entre 700 et 1000 agents de sécurité ce soir de match à l'Orange Vélodrome. Donc évidemment, aucune société de sécurité privée n'est capable de fournir cette capacité de manœuvre. Alors il faut dire aussi qu'il y a des missions différentes pour les agents de sécurité. Il y a le jour des matchs les stadiers par exemple, il y a les agents qui contrôlent les billets aux entrées, il y a les agents de sécurité qui gardent les sites 24 heures sur 24 ou en permanence. Donc il y a des missions très différentes aussi. Complètement. Et pour vous donner l'exemple du stade Orange Vélodrome, nous agissons en 5 cercles concentriques. L'opération Sentinelle, les militaires, actuellement la Légion étrangère à Marseille, constitue le premier cercle. C'est-à-dire ce sont nos capteurs, on va dire, d'événements, notamment pour les mouvements de foule, les attaques potentielles aux véhicules béliers. Ils sont vraiment à l'extérieur du stade, sur les boulevards à risque. Puis le système d'agents de sécurité qui gère le préfiltrage, c'est-à-dire est-ce que vous êtes détenteur d'un titre d'accès. Le troisième cercle, c'est la palpation de sécurité. Le quatrième cercle est constitué par les forces de l'ordre dédiées au maintien de l'ordre, donc les forces de la DDSP des Bouches-du-Rhône par exemple, ou les forces mobiles. Et le cinquième cercle, c'est évidemment c'est le cercle constitué par les tripodes qui permettent là le contrôle d'accès. D'accord. Le directeur de sécurité doit être en liaison permanente avec le responsable de la police, des services incendie, secours en cas de problème. À quel autre niveau se fait cette collaboration ? Il y a une collaboration très étroite, on peut le dire. Alors, déjà, sous la houlette du préfet de police pour Marseille, se tient une réunion en général 3 semaines, 15 jours avant la rencontre. Réunion à laquelle participent à peu près tous les acteurs. On est à peu près une trentaine dans cette salle. La SNCF, la Régie des Transports de Marseille, la Ligue de foot pro est évidemment représentée. S'il s'agit d'un match international, le consul est également présent, consul honoraire ou consul général. Ce qui fait que lors de cette réunion, nous déclinons, on va dire, les différentes orientations en termes de risques, de jauge, d'activité, d'animation, etc. Et ce qui permet en fait de calibrer le dispositif des forces de sécurité intérieure. C'est le même système, j'imagine, à la SSE. Oui, c'est effectivement le même système. On a plusieurs acteurs. Et pour que l'organisation soit la plus optimale possible en termes de sécurité, il faut une étroite collaboration entre les autorités. Et pareil, à Saint-Étienne aussi, représenté par le préfet. Ensuite, la DDSP et puis le colonel, si besoin, en fonction de la zone. Et le club, qui, lui, en matière de sécurité, est représenté par son directeur de la sûreté et de la sécurité. Il y a une règle très simple qu'il faut retenir dans le fonctionnement, c'est qu'on a le stade et on a ensuite les abords du stade. Tout ce qui est à l'intérieur du stade incombe au club. Tout ce qui est à l'extérieur du stade incombera forcément, ordre public, voie publique, aux autorités. À partir du moment où cette règle est intégrée, on a chacun notre périmètre d'action. Et ensuite, en cas de problème important, où là, vraiment, c'est une problématique qui dépasse la notion d'organisation de match, c'est le préfet qui est la puissance suprême qui prend le pouvoir sur toutes les notions de sécurité. Alors, le directeur sécurité, oui, Patrick ? Non, ce que je voulais dire, c'est que cette collaboration entre l'exploitant et les forces de l'ordre passe obligatoirement par des échanges d'informations, de renseignements. Alors, par exemple, c'est quel type ? C'est des supporters qui sont interdits de stade, c'est des échanges de photos, de fichiers, ça passe par quoi ? Alors, c'est d'abord évidemment un échange d'informations vis-à-vis de la jauge. Combien de spectateurs allons-nous accueillir soir de match ? Ce qui permet de configurer un petit peu l'équilibre entre forces de sécurité privées et forces de sécurité intérieure. Et puis c'est évidemment de l'alimentation par les renseignements territoriaux qui vont peut-être capter des signaux faibles sur la volonté ou les velléités de tel ou tel groupe de supporters à passer à une action particulière. C'est évidemment des échanges très, très, très courts avec les clubs que l'on reçoit. Et nous donnons également des informations aux clubs vers lesquels on se déplace, puisque, je donne un exemple, le déplacement des supporters est un vrai sujet au sein de la Ligue, que l'on prend au sérieux. Ouais. Et donc, on doit donner toutes les informations de cheminement de nos supporters pour que ce soit un accueil digne de ce nom. Alors j'ai appris que le jour J, on doit contacter le responsable de la police pour lui faire part de son appréciation de la situation, en l'informant entre autres de l'ambiance générale du match et du comportement des supporters. Est-ce qu'on arrive à être objectif par rapport à ça ? Oui, ouais. Mais alors, bien sûr, il y a toujours un contexte qu'il faut évaluer, il faut toujours prendre les décisions avec sang-froid. L'organisation d'un stade fait que nous avons un poste de commandement
au sein duquel vous retrouvez les autorités, souvent le directeur de cabinet ou le préfet lui-même, bien sûr un magistrat représentant le parquet, et donc le procureur de la République, bien sûr les forces de secours, de premier secours, c'est-à-dire marins-pompiers de Marseille pour Marseille, mais aussi Euromédicaire ou la Croix-Rouge. Ce qui fait que tout ce petit monde est capable, à un moment donné, à froid, de se réunir en salle de crise pour prendre une décision. C'est vrai qu'un stade qui accueille pendant quelques heures 60 000 personnes, c'est une petite ville. Donc il y a des arrêts cardiaques, il y a des incidents divers et variés, on va dire de la bobologie jusqu'à des choses plus graves, comme je l'ai précisé. Et donc c'est une gestion en temps réel qui se fait. Bernard, est-ce que les attentats finalement ont changé quelque chose dans la philosophie, dans la préparation d'un match, entre autres les attentats au Stade de France en termes de sécurité? Oui, j'étais au Stade de France sur ce France-Allemagne et en fait on avait été quand même extrêmement choqués étant à l'intérieur du stade. En plus on n'avait pas toutes les informations de gens qui étaient là, donc on ne savait pas. Je me souviens toujours. Et après, en sortant du stade, je me suis retrouvé dans un restaurant qui était pourtant un restaurant très connu. Il n'y avait personne. C'est-à-dire que tout le monde était parti, on était 4 dans le restaurant, les gens avaient peur, il était 23h30, ça crée. Donc après, bien évidemment, il y a eu toute une organisation qui s'est mise en place, et surtout, il y a une priorité. Par exemple, quand vous n'aviez pas les systèmes de barrage de police, quand vous arrivez en voiture, même moi, quand j'arrive en voiture à Saint-Étienne, il faut que vous avez des systèmes qui font que vous devez, pour passer ces barrages il est absolument impossible de rentrer avec un camion, comme ça s'est passé à Nice sur la promenade des Anglais, malheureusement en juillet, c'était en 2016, il me semble. Donc ça, c'est plus possible, on peut pas. Donc il y a eu bien sûr une réorganisation, et ces messieurs vous en parleront beaucoup mieux que moi, heureusement, parce qu'en fait, on doit faire face à un ensemble de problèmes. Il y a celui-là, il y a les déplacements de supporters, il y a aussi tous les problèmes qui peuvent se passer parce que c'est pour ça que quand on parle par exemple de l'arbitrage, on en parlera tout à l'heure, effectivement, la notion de qualité de l'arbitrage va influencer le comportement des supporters qui peuvent être plus ou moins virulents en sortant du stade s'ils ressentent une injustice flagrante. C'est-à-dire que tout est important et on remarque que le niveau de professionnalisme, et c'est encore aussi tout à fait vrai à Marseille, mais c'est vrai à Paris, c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Saint-Étienne, c'est vrai partout à Nice. Le niveau de professionnalisme de ces stades où en fait effectivement 60 000 personnes, 40 000 personnes, quand on regarde que sur un week-end complet, il y a 50 000 gilets jaunes maintenant à peu près sur les différents actes de gilets jaunes. Il y en a plus sur un match de l'Olympique de Marseille et pas loin sur le derby qu'on a eu contre Saint-Étienne. On a battu le record du stade avec près de 42 000. Mais c'est une prise de conscience et ça effectivement c'est intéressant parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point derrière il y a une organisation hyper professionnalisée. Et heureusement, il faut saluer toutes les sociétés de sécurité qui travaillent parce que on a un professionnalisme qui s'est fait au fil du temps et qui est tout à fait remarquable, et heureusement, mais on est rodé parce qu'effectivement, à force d'avoir 20-25 matchs ou 30 matchs, l'année dernière, l'Olympique de Marseille a joué, je crois, 64 matchs sur toute la saison, dont bien au moins la moitié à la maison, vous avez un rodage, une expérience fantastique. C'est la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde où on abordera bien évidemment les installations dans les stades.